Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes. Des ressorts pour camions-bennes de carrière. Une machine de 400 tonnes qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerais. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique. Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet. De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort. Et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion-benne. Voyons comment on les fabrique. Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium. Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7 cm et demi d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine.
Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite, une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe, l'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse, entre 400 et 500 degrés Celsius. Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté. La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur, se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais,
Tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement.
et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de barils de pétrole sont raffinés quotidiennement. Un volume capable de remplir des milliers de piscines olympiques par heure. Mais parmi cette masse se trouve un pétrole que la plupart des raffineries redoutent. Le lourd brut mexicain Maya. Épais, noir, gorgé de soufre. Presque inutilisable pour les carburants modernes. Et c'est précisément ici, à Deer Park près de Houston, qu'on le casse, qu'on le purifie et qu'on le transforme en énergie pour tout un continent. Comment du quasi-mazout donne-t-il naissance à de l'essence? Et quel processus se cache derrière ces tours métalliques? Suivez-nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce dont même les ingénieurs ne parlent pas. Aujourd'hui, nous voici sur l'un des sites industriels les plus puissants d'Amérique du Nord, la raffinerie Deer Park.
Ce complexe géant de raffinage pétrolier, situé près de Houston, a longtemps fonctionné dans le cadre d'un partenariat entre Pemex et Shell. C'est ici qu'arrive l'un des pétroles les plus difficiles à raffiner au monde, le brut lourd mexicain Maya Crude. Noir, épais, visqueux, semblable à du mazout chauffé, il paraît presque inutilisable pour produire de l'essence. Pourtant, c'est ici même qu'on apprend à le rééduquer. De loin, la raffinerie ressemble à une ville de métal. Des dizaines de tours, de tuyaux, de réservoirs et de plateformes s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Les colonnes de distillation les plus hautes atteignent environ 60 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, rempli non d'appartements, mais de pétrole en ébullition. Tout autour règne le bruit incessant des pompes, la vapeur, l'odeur des hydrocarbures et la lueur des torchères où l'on brûle les gaz excédentaires. Tout commence avec l'arrivée du brut. Pétrolier ou pipeline, le Maya Crude est acheminé jusqu'au site de la raffinerie. Il est stocké dans d'immenses réservoirs de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. C'est là qu'on le maintient au chaud et qu'on le prépare pour la première étape, la distillation atmosphérique. Le brut est pompé dans une colonne de grande hauteur et chauffé à une température d'environ 350 degrés Celsius. À l'intérieur, il commence à s'évaporer et les différentes fractions montent à des niveaux distincts. Les gaz légers et les composants de l'essence s'élèvent vers le haut. Les plus lourds restent en bas. C'est une séparation de base, mais pour un brut mexicain aussi lourd, ce n'est que le début du processus. Le problème principal du Maya Crude, ce sont ses molécules. Elles sont longues, lourdes, complexes, riches en carbone et en soufre. Sous cette forme, elles brûlent mal et ne conviennent pas aux carburants modernes. D'où l'étape suivante, le craquage catalytique. Après la distillation primaire, les résidus sont dirigés vers des réacteurs spéciaux où s'opère le craquage des molécules. La température y atteint 500 degrés et la pression des dizaines de bars. À l'intérieur circule un catalyseur pulvérulent, semblable à du sable fin. Il est en mouvement constant avec les vapeurs de pétrole. Dans ces conditions, les longues chaînes d'hydrocarbures commencent à se fragmenter en chaînes plus courtes. Ce qui était un fioul lourd se transforme progressivement en composants d'essence, de gazole et de carburant aviation. Le processus est continu. Le catalyseur s'use, se régénère, se réactive et retourne dans le réacteur. Après le craquage, le carburant est loin d'être prêt. Le pétrole mexicain contient énormément de soufre. C'est précisément lui qui rend le carburant sale, toxique et nocif pour les moteurs comme pour l'environnement. L'étape clé suivante est donc l'hydrotraitement. Les flux de produits pétroliers sont dirigés vers de hauts réacteurs verticaux, où ils sont mélangés à de l'hydrogène pur. La température avoisine les 400 degrés. La pression dépasse 100 bars. Dans ces conditions, le soufre se sépare des hydrocarbures et se transforme en sulfure d'hydrogène. Celui-ci est capté, purifié, puis transformé en soufre technique. Ces réacteurs ressemblent à de gigantesques colonnes d'acier, hautes comme un immeuble de plusieurs étages. À l'intérieur, un système complexe de tuyaux, de catalyseurs et d'échangeurs thermiques. Tout fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption, car même une courte pause signifierait des pertes se chiffrant en millions d'euros. Après purification, le carburant traverse encore plusieurs étapes. Stabilisation, filtration, mélange avec des additifs. Chaque type d'essence ou de gazole obéit à sa propre formule précise. Des systèmes informatiques contrôlent la composition du mélange, l'indice d'octane, la volatilité et la température d'inflammation, avec une précision à une fraction de pourcent près. C'est là que s'opère la métamorphose essentielle. Ce qui entre dans la raffinerie sous forme de liquide noir, visqueux et lourd, en ressort transparent,
clair et volatile. Il s'enflamme facilement, brûle de façon homogène et répond aux normes environnementales européennes et américaines. Chaque jour, des centaines de milliers de barils de pétrole transitent par ce complexe. Cela représente des millions de litres de carburant qui partent ensuite par pipeline, train et camions-citernes à travers tout le continent. Chaque litre est le fruit de dizaines de réactions chimiques, de centaines de pompes et de milliers de capteurs. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est le contraste. À l'entrée, la raffinerie reçoit un produit qui ressemble à un problème. Épais, lourd, saturé d'impuretés. À la sortie, apparaît une ressource sans laquelle le monde moderne ne pourrait fonctionner. Autoroutes, lignes aériennes, logistique, villes. Tout commence ici, au milieu du métal, de la vapeur et de la haute pression. C'est précisément pourquoi Deer Park n'est pas une simple usine. C'est une immense fabrique de transformation, où l'ingénierie, la chimie et la rigueur modifient chaque jour les propriétés de la matière. Et chaque fois que vous faites le plein, quelque part au Texas, cette chaîne complexe a déjà œuvré pour transformer du pétrole brut mexicain en carburant léger, qui propulse votre avancée. Et pour faire avancer ma propre chaîne, j'ai besoin de votre abonnement. Le réseau mondial des raffineries pétrolières constitue l'un des plus vastes réseaux industriels de la planète. Au début des années 2020, plus de 700 grandes raffineries sont en activité dans le monde, avec une capacité cumulée dépassant 100 millions de barils par jour, soit environ 15 millions de tonnes de pétrole brut quotidiennement. Près de 20% de l'ensemble du raffinage revient aux États-Unis, qui demeure le premier centre mondial de raffinage pétrolier. En moyenne, une grande raffinerie moderne consomme entre 5 et 8% de sa propre production pour ses besoins internes. Fonctionnement des pompes, des compresseurs et des fours. Une telle installation peut utiliser une quantité d'électricité équivalente à celle d'une ville de plus de 100 000 habitants. La consommation d'eau est elle aussi colossale, de 2 à 5 barils d'eau pour chaque baril de pétrole raffiné. Les statistiques montrent qu'un baril de pétrole brut permet d'obtenir en moyenne environ 45% d'essence, 30% de diesel et de carburéacteurs, le reste se répartissant entre fuel lourd, gaz et produits pétrochimiques. Le pétrole lourd, notamment mexicain, nécessite 30 à 40% d'énergie supplémentaire pour son raffinage par rapport au pétrole léger. Selon les organisations énergétiques internationales, les pays de l'OPEP exportent chaque année plus de 2 milliards de barils de pétrole brut destinés au raffinage dans des installations étrangères. Par ailleurs, plus de 60% des capacités mondiales de raffinage ont été construites après 1990, ce qui témoigne du renouvellement constant du secteur. Sur le plan financier, une grande raffinerie coûte en moyenne entre 5 et 10 milliards d'euros, avec un délai d'amortissement qui atteint 15 à 20 ans. Même un arrêt d'une journée d'une telle installation peut entraîner des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros et avoir un impact immédiat sur les prix des carburants dans toute une région. L'aluminium ne naît pas dans les usines, ni dans les ateliers rutilants équipés de machines ultramodernes, ni dans les bureaux d'études où l'on conçoit de légers fuselages d'avions. Sa véritable naissance se produit sous une chaleur tropicale insoutenable, au milieu de déserts de poussière rouge et de gigantesques entailles dans la croûte terrestre, là où gisent les bauxites, le minerai principal de ce métal. Lorsque nous tenons en main une simple canette en aluminium, ou que nous admirons la légèreté d'un vélo moderne, nous réalisons difficilement que ce métal faisait jadis partie d'immenses couches de roches sédimentaires, formées il y a des millions d'années sous l'effet d'une érosion agressive. La bauxite n'est pas un minerai ordinaire,
C'est le résultat d'un processus géologique unique qui a transformé basalte, granit et autres silicates en concentré d'oxyde d'aluminium. Ces gisements se forment principalement dans les zones tropicales et subtropicales, où l'alternance de longues saisons des pluies et d'un soleil ardent crée les conditions idéales pour la latéritisation. L'eau s'infiltre à travers le sol, lessivant la silice et autres éléments facilement solubles, ne laissant derrière elle que les composés stables de fer et d'aluminium. Au fil du temps, ces résidus s'accumulent, formant de puissantes cuirasses qui recouvrent de vastes territoires. Les gigantesques gisements de bauxite en Guinée, en Australie, au Brésil ou au Vietnam peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, avec une épaisseur variant de quelques mètres à 30 mètres. Ce sont de véritables greniers de la civilisation humaine, sans lesquels notre monde technologique moderne serait tout simplement impensable. L'extraction de la bauxite impressionne par son ampleur. Lorsque ces gisements se situent effectivement près de la surface, ils sont exploités à ciel ouvert. D'immenses excavateurs sur chenilles et des ensembles rotatifs décapent la couche supérieure du sol, mettant au jour la roche rouge ou ocre jaune. Ce spectacle évoque un paysage martien. Les composés ferreux confèrent au minerai sa couleur rouille caractéristique, tandis que les engins qui œuvrent dans ces carrières paraissent minuscules face à l'étendue des strates dégagées. Le processus d'extraction n'est que le début d'un long parcours. Le minerai de bauxite est un mélange complexe de minéraux, dont les principaux sont la gypsite, la beumite et le diaspore. Loin de ne contenir que des composants utiles, il renferme une quantité importante d'impuretés, telles que des oxydes de fer, de titane et de silicium. C'est précisément pour cette raison que le traitement de la bauxite constitue un défi technologique particulièrement exigeant, en ressources et d'une grande complexité. La première étape consiste à obtenir l'alumine, ou oxyde d'aluminium pur, selon la méthode proposée à la fin du XIXe siècle par Carl Joseph Bayer. Cette technologie demeure essentiellement inchangée depuis plus d'un siècle, bien qu'elle soit devenue nettement plus efficace. Le minerai est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine, mélangée à une solution concentrée de soude caustique et chauffée dans d'immenses autoclaves sous haute pression. Dans ces géants métalliques se produit une réaction chimique au cours de laquelle l'aluminium passe en solution, tandis que toutes les impuretés indésirables précipitent au fond, formant ce qu'on appelle la boue rouge. Le problème de la boue rouge constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes pour le secteur. Cette pulpe alcaline, saturée d'oxyde de fer, nécessite des installations spéciales, les bassins de décantation. L'utilisation de ces déchets exige d'immenses superficies et un contrôle rigoureux, car l'échelle de production de l'alumine se mesure en millions de tonnes par an. D'une tonne de bauxite, on n'obtiendra pas une tonne d'aluminium. Il faut généralement environ 4 tonnes de minerai pour produire 2 tonnes d'alumine, dont on n'extraira finalement qu'une seule tonne de métal pur. Cette faible concentration souligne l'ampleur considérable de l'extraction nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. Le marché mondial de la bauxite constitue une arène où s'affrontent grandes multinationales et États. La Guinée, par exemple, détient près d'un quart des réserves mondiales, et ces plateaux rouges représentent une ressource stratégique majeure pour l'industrie planétaire. L'Australie, futur leader en volume de production, démontre comment concilier exploitation minière à grande échelle et réhabilitation ultérieure des terres. Sur les sites d'anciennes carrières, où hier encore fonctionnèrent des machines géantes, on plante aujourd'hui des forêts d'eucalyptus, tentant de restaurer un écosystème endommagé par l'intervention humaine. Après l'obtention de cette poudre blanche pure, l'alumine, débute la seconde étape de la transformation, l'électrolyse selon le procédé Hall-Héroult. Ce processus exige une quantité colossale d'énergie électrique,
raison pour laquelle les usines de production d'aluminium sont implantées à proximité de puissantes centrales hydroélectriques. L'alumine est dissoute dans de la cryolite fondue, à une température avoisinant 950 degrés Celsius. Un courant électrique intense traverse ce bain en fusion, brisant les liaisons entre les atomes d'aluminium et d'oxygène. Le métal liquide se dépose au fond de la cuve d'électrolyse, d'où on le pompe périodiquement à l'aide de poches à vide spéciales. Cette vision d'argent faible incandescent, naissant d'une poudre blanche, constitue le point culminant de tout un processus qui a débuté dans une carrière lointaine, à des milliers de kilomètres d'ici. La logistique joue un rôle critique dans cette industrie. La bauxite est souvent extraite sur un continent, transformée en alumine sur un autre, et le métal fondu sur un troisième. De gigantesques vraquiers sillonnent les océans, transportant des millions de tonnes de minerais, créant une chaîne invisible qui relie les mines tropicales aux centres de production de haute technologie. L'ampleur de cette activité impacte non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, car le contrôle des gisements de bauxite signifie le contrôle de l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des programmes spatiaux. Ce n'est pas pour rien que l'aluminium est surnommé le métal ailé, mais son chemin vers le ciel commence en profondeur sous terre, dans les couches lourdes et humides de roches argileuses. Il est important de comprendre que les gisements de bauxite ne sont pas illimités, même si leurs réserves sur la planète sont actuellement estimées comme largement suffisantes pour répondre aux besoins de l'humanité pendant plusieurs siècles encore. Toutefois, la facilité d'extraction et la forte concentration d'éléments utiles dans ces strates gigantesques font de ce type de minerai le choix privilégié. Il existe certes d'autres sources d'aluminium, comme les syénites néphéliniques ou les argiles kaoliniques, mais leur traitement est nettement plus complexe et plus coûteux. C'est pourquoi les provinces bauxitiques demeurent les principales cibles d'intérêt pour les géologues et les investisseurs. L'évolution de l'aluminium a parcouru un long chemin, d'un métal précieux plus cher que l'or à un matériau omniprésent dans notre quotidien. À la fin du XIXe siècle, Napoléon III recevait ses invités les plus illustres en leur offrant des couverts en aluminium, tandis que les hôtes de moindre rang devaient se contenter de vaisselle en or. Aujourd'hui, ce métal est devenu symbole d'accessibilité et de fonctionnalité. Mais cette accessibilité repose précisément sur notre capacité à l'extraire à l'échelle industrielle. Sans les gisements gigantesques enfouis sous les plateaux guinéens ou l'Amazonie brésilienne, nous n'aurions ni smartphone, ni bâtiments modernes à haute efficacité énergétique, ni transport léger. L'extraction à une telle échelle modifie inévitablement le relief de la planète. Lorsque des couches entières de roches sont retirées, le régime hydrologique du territoire change. Les conditions de vie habituelles de la flore et de la faune sont détruites. Les normes modernes d'extraction exigent des entreprises non seulement d'extraire le minerai, mais aussi de rendre la terre à la vie. Le processus de réhabilitation préserve la couche arable supérieure. Celle-ci est retirée avant le début des opérations et remise en place après la fin de l'extraction. Cela permet de restaurer les terres agricoles, bien que ce processus de régénération forestière prenne des décennies et ne ramène jamais le paysage à son état d'origine. Le recyclage de la bauxite, c'est aussi une histoire d'énergie. Chaque gramme d'aluminium, ce sont des dizaines de kilowattheures d'électricité cristallisée dans le métal. C'est pourquoi on surnomme l'aluminium la banque électrique. Son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie requise pour la production primaire à partir du minerai. Cela fait de l'aluminium l'un des métaux les plus écologiques à long terme, car une fois extrait des gisements de bauxite, il peut être réutilisé quasi indéfiniment, traversant des cycles de refonte sans perdre ses propriétés.
Mais tant que la demande pour ce métal croîtra plus vite que les capacités de recyclage, les carrières géantes continueront de s'étendre, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre rouge à la recherche de ces précieux oxydes. Le travail dans les carrières ne s'arrête jamais et chaque nouvelle coupe de strates ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du métal qui a transformé le monde. C'est un labeur sans fin, où l'ampleur des tâches correspond à l'ampleur des gisements, et où chaque maillon de la chaîne technologique s'avère crucial pour la réussite globale. La transformation de la bauxite illustre parfaitement la façon dont l'humanité a appris à exploiter les ressources terrestres, métamorphosant une argile d'apparence ordinaire en matériaux stratégiques qui fondent notre ère technologique. Chaque étape de ce processus prolonge logiquement la précédente, composant ainsi le tableau cohérent d'une interaction entre l'homme et la nature, où géants industriels et ressources naturelles évoluent dans un lien indissociable. Imaginez un monde où chaque couteau rouille en une semaine, où les instruments chirurgicaux se corrodent en pleine opération, où les avions s'écrasent parce que la corrosion dévore leurs pièces, et où les villes se noient dans leurs déchets parce que les canalisations pourrissent plus vite qu'on ne peut les remplacer. Cela ressemble à un cauchemar post-apocalyptique, et pourtant, c'est exactement à cela que ressemblerait notre monde, sans une pierre grise et terne que la plupart des gens n'ont jamais vue, et dont ils n'ont même jamais entendu parler. Le minerai de nickel, un matériau qui a fait sa révolution en silence, sans tambour ni trompette, mais qui a transformé absolument tout autour de nous. Sans lui, pas d'acier inoxydable, et donc pas de civilisation moderne. Commençons par le fait que le nickel est un métal qui, en lui-même, n'a rien de particulièrement impressionnant. Blanc argenté avec une légère teinte jaunâtre, semblable au fer ou à l'acier ordinaire. Mais sa capacité à transformer les propriétés d'autres métaux, voilà son véritable super pouvoir. Ajoutez seulement 8 à 10% de nickel à l'acier, et celui-ci cesse soudain de rouiller. Complètement. Vous pouvez le tremper dans l'eau, dans l'acide, le laisser dans l'eau de mer pendant des années. Rien. Cette propriété est tellement révolutionnaire qu'il est difficile d'en mesurer l'importance. Le minerai de nickel ressemble à une roche quelconque, verdâtre, brunâtre ou rougeâtre selon le type. Les types les plus courants sont les minerais latéritiques et les minerais sulfurés. Les latérites se forment sous les tropiques, où les pluies lessivent les roches de tout, sauf du nickel et du fer. On obtient une masse argileuse brun-rouge, rappelant la brique. Les minerais sulfurés apparaissent plus sombres, avec un éclat métallique, et contiennent souvent du cuivre en plus du nickel. La teneur en nickel du minerai est généralement dérisoire, de 0,5 à 3%. Cela signifie qu'une tonne de minerai ne livre que 5 à 30 kg de nickel. Le reste, de la roche stérile, du fer, du magnésium, du silicium et d'autres éléments. L'extraction du nickel exige donc des volumes colossaux. Pour obtenir 1000 tonnes de nickel, il faut traiter quelques 50 à 100 000 tonnes de minerai. Les principaux gisements se trouvent en Indonésie, aux Philippines, en Nouvelle-Calédonie, au Canada et en Australie. L'Indonésie domine actuellement la production, près de 40% de l'offre mondiale. Les gisements canadiens de la région de Sudbury comptent parmi les minerais sulfurés les plus riches. Ils se sont formés il y a des milliards d'années lors de l'impact d'un météorite géant qui a fait fondre les roches et créé des conditions géologiques exceptionnelles. L'extraction du minerai de nickel s'effectue aussi bien dans des carrières à ciel ouvert que dans des mines souterraines. Les minerais latéritiques se trouvent généralement près de la surface et sont extraits par d'énormes excavateurs.
Les carrières atteignent plusieurs centaines de mètres de profondeur et des kilomètres de largeur. Chaque jour, des dizaines de milliers de tonnes de roches sont extraites. Des camions-bennes, de la taille d'un immeuble de 2 étages, transportent sans relâche le minerai vers les usines de traitement. Les minerais sulfurés gisent souvent plus profondément, entre quelques centaines de mètres et 2 kilomètres de profondeur. Les galeries s'enfoncent dans les entrailles de la Terre, où la température atteint 40 à 50 degrés Celsius. Une ventilation et un refroidissement puissant sont indispensables, sans quoi les mineurs ne survivraient pas. Le minerai est abattu à l'explosif, chargé dans des camions souterrains ou sur des convoyeurs, puis remonté à la surface. Le traitement des minerais latéritiques relève de la pyrométallurgie, c'est-à-dire des procédés à haute température. Le minerai est séché, broyé puis chargé dans des fours rotatifs ou des fours électriques, où il est chauffé à des températures avoisinant 1500 degrés Celsius. À de telles températures, le nickel est réduit à partir des oxydes et s'allie au fer, formant du ferronickel, un alliage contenant de 10 à 25% de nickel. Ce ferronickel peut être directement ajouté à l'acier sans purification supplémentaire. On peut aussi recourir à l'hydrométallurgie. Le minerai est traité par de l'acide sulfurique chaud sous pression à une température de 250 degrés Celsius. Le nickel se dissout, puis on le précipite de la solution sous forme d'hydroxyde ou de carbonate, on le calcine pour obtenir de l'oxyde de nickel, que l'on réduit ensuite en métal. Les minerais sulfurés sont traités différemment. D'abord, le minerai est enrichi par flottation. On le broie en poudre fine, on le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux, puis on y insuffle de l'air. Les particules de sulfure de nickel et de cuivre adhèrent aux bulles et remontent dans la mousse, tandis que la gangue stérile se dépose. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 ou 1300 degrés. On obtient une matte, un alliage de sulfure de nickel, de cuivre et de fer. Cette matte est soufflée à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant et éliminant le fer et le soufre. Après plusieurs étapes de conversion, on obtient la matte de nickel, un mélange de sulfure de nickel et de cuivre avec un minimum d'impuretés. Elle est ensuite envoyée au raffinage. Le raffinage du nickel constitue l'étape suivante. L'une des méthodes employées est le raffinage électrolytique. La matte de nickel est dissoute dans un acide. La solution est purifiée des impuretés, puis elle traverse des cuves électrolytiques. Le nickel se dépose sur les cathodes sous forme de plaques pures, atteignant une pureté de 99,9% et plus. L'autre méthode est le procédé Monde, où le nickel est d'abord transformé en tétracarbonyle de nickel gazeux, puis décomposé par chauffage pour obtenir de la poudre ou des granulés de nickel pur. Chaque année, environ 3 millions de tonnes de nickel sont produites dans le monde. Près de 70% de cette production sont destinés à la fabrication d'acier inoxydable. Le reste est utilisé pour l'alliage d'autres aciers, la production d'alliages, les revêtements galvaniques, les batteries de véhicules électriques. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'acier inoxydable. L'acier inoxydable a été inventé au début du XXe siècle, presque simultanément dans plusieurs pays. L'anglais Harry Brearley, en 1913, expérimentait des alliages pour canons de fusil et obtint par hasard un acier qui ne rouillait pas. Les Allemands et les Français travaillaient également sur des alliages similaires. La formule de base s'est révélée simple. Du fer additionné d'au moins 10 à 12% de chrome, souvent complété par 8 à 10% de nickel. Le chrome forme à la surface de l'acier une fine pellicule invisible d'oxyde de chrome qui protège le métal de la corrosion. Mais l'acier chromé sans nickel reste fragile et sujet aux fissures. Le nickel le rend plastique, résistant, capable d'encaisser les chocs.
La combinaison du chrome et du nickel produit un matériau qui allie la solidité de l'acier ordinaire à la résistance à la corrosion des métaux nobles. Le type d'acier inoxydable le plus populaire est l'acier austenitique de type 304, qui contient 18% de chrome et 8% de nickel. On l'utilise partout, des ustensiles de cuisine et éviers aux réacteurs chimiques et coques de navires. L'acier 316, enrichi en molybdène, résiste encore mieux aux environnements agressifs, eau de mer, acide, chlorure. On en fait des équipements pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, des implants médicaux, des pièces pour plateformes offshore. Sans l'acier inoxydable, la médecine moderne n'existerait pas. Instruments chirurgicaux, aiguilles, endoscopes, implants. Tout cela, c'est de l'acier inoxydable. Imaginez une opération avec des instruments qui rouillent, infection, contamination, décès de patients. Ou l'industrie alimentaire, avec des équipements qui se corrodent et contaminent les produits. Ou encore des usines chimiques où les réacteurs sont rongés par les acides en quelques mois. Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé, des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal, et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas ? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières,
en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions, les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence.
Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres: température, pression, débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison: vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne.